Donald Trump a déclaré ce mardi que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza. Il envisage aussi d'expulser tous les Palestiniens de Gaza et de faire de Gaza, je cite, la côte d'azur du Moyen-Orient. C'est un discours inédit qui a fait le tour du monde et qui provoque une onde de choc dans de très nombreux pays. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Au passage, je tenais à vous remercier pour votre confiance ces derniers jours. Merci pour tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube, mais aussi en podcast audio sur toutes les applications. Et j'en profite d'ailleurs, je suis conscient que ces derniers jours, on parle beaucoup de la situation des États-Unis et je sais que ça interroge aussi certains d'entre vous qui ont peut-être l'impression pour certains d'entre vous qu'on parle un peu trop des États-Unis par rapport aux autres pays et par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde. Alors c'est évidemment un équilibre sur lequel on va être vigilant avec l'équipe dans les prochaines semaines et en même temps, je ne vous apprends rien. La raison pour laquelle on parle autant de Trump en ce moment et des États-Unis, c'est qu'il y a des décisions, des annonces qui sont faites ces derniers jours, des annonces qui impactent évidemment les États-Unis, mais qui impacte très souvent le monde entier. On peut parler de la guerre commerciale avec les droits de douane, on peut parler de la question de l'aide humanitaire, on en parlait encore en début de semaine, on va parler ici donc de la question de Gaza. C'est des déclarations ou des mesures qui dans certains cas bouleversent véritablement la situation sur certains sujets et ça me paraît dans ce cadre-là normal et même très important de suivre la situation et de suivre tout ce qui se passe. En tout cas, merci encore une fois pour votre confiance et pour vos messages ces derniers jours. Alors on va redonner un petit peu de contexte. Benjamin Netanyahou, donc le premier ministre israélien, a été reçu ce mardi par le président américain à la Maison Blanche et c'est le premier dirigeant étranger à avoir été reçu par Trump depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier. L'objectif de cette rencontre, en tout cas en théorie au départ, c'était d'avancer sur la seconde phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cette deuxième phase, elle doit permettre la libération des derniers otages retenus à Gaza et mener à une fin définitive de la guerre et des bombardements. Et donc je le disais, ce mardi, Netanyahou et Trump ont donné une conférence de presse pendant laquelle le président américain a indiqué que les États-Unis allaient, je cite, prendre le contrôle de Gaza à long terme et déplacer tous les Palestiniens hors du territoire. Pour justifier son annonce, il a affirmé que les Palestiniens, je cite, adoreraient quitter la bande de Gaza, qu'il a qualifié de site de démolition. En décembre dernier, il faut savoir que le centre satellitaire de l'ONU estimait que près de 70% des bâtiments dans la bande de Gaza avaient été endommagés ou détruits par les bombardements. Pour Donald Trump, les Gazaouis y restent donc pour le moment, je cite, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. À noter que lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il comptait envoyer des troupes américaines, donc véritablement l'armée américaine dans cette zone, Trump a répondu, je cite, « Nous ferons le nécessaire ». Autrement dit, il ne semble pas exclure l'usage de la force avec une présence de l'armée américaine. En fait, dans la situation actuelle, Donald Trump espère convaincre plusieurs pays situés aux alentours de Gaza, notamment l'Égypte ou encore la Jordanie, qui partagent une frontière avec Israël, d'accueillir les Palestiniens qui seraient donc expulsés de force de Gaza. On parle d'environ 2 millions de personnes selon les estimations. Toujours selon Donald Trump, en Égypte ou encore en Jordanie, les Palestiniens pourront, je cite, vivre une belle vie sans avoir peur de mourir chaque jour. Alors on va revenir dans un instant évidemment sur toutes les réactions, mais ce qu'on peut déjà noter, c'est que l'Égypte et la Jordanie rejettent cette idée. Ils refusent de participer à ce plan donc d'expulsion qui, au passage, serait contraire au droit international. Certains opposants à Donald Trump ont aussi fait un parallèle dans une certaine mesure avec la Nakba, qui avait été l'exil forcé de 800 000 Palestiniens à la proclamation d'Israël en 1948. Alors l'objectif affiché du président américain en prenant le contrôle de Gaza et en expulsant les Palestiniens de Gaza, ce serait de faire, je cite ici le président américain, la côte d'azur du Moyen-Orient, permettant ainsi, selon lui toujours, de créer des milliers et des milliers d'emplois. Pour y arriver, Trump a assuré que les États-Unis seraient responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, mais il prévoit aussi d'aplanir la zone et de se débarrasser des bâtiments détruits pour développer économiquement le territoire et d'un point de vue, autrement dit donc, strictement immobilier. Donald Trump l'affirme, je cite, « Tous ceux à qui il a parlé adorent l'idée de voir les États-Unis posséder la bande de Gaza ». Mais alors, depuis cette déclaration, quelles ont été en réalité les réactions? On va commencer côté français. On peut noter que le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien et non par le contrôle d'un pays tiers, en l'occurrence ici donc par les États-Unis. La France rappelle donc sa position historique qui consiste à soutenir une solution à deux États, un État israélien
israélien et un État palestinien, comme ça avait été proposé en 1947 par l'ONU. Le gouvernement français a aussi indiqué, je cite, que tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza constituerait une violation grave du droit international et que les déclarations de Trump étaient dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix. La Turquie de son côté a jugé inacceptable le projet de Trump pour Gaza. La Chine de son côté s'oppose au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés a aussi qualifié le projet de Trump de, je cite, très surprenant, ajoutant qu'il fallait, je cite, voir concrètement ce que tout cela veut dire. Et plus globalement, l'ONU a affirmé que l'expulsion d'un territoire occupé est strictement prohibée. Deux dernières réactions, l'autorité palestinienne qui contrôle et administre une partie du territoire palestinien de Cisjordanie a appelé à une reconstruction de Gaza sans le départ des Palestiniens. Quant au Hamas qui contrôle donc Gaza, il a dénoncé, je cite, des propos racistes et alignés, je cite, sur l'extrême droite israélienne à travers un plan qui viserait, je cite toujours, à éradiquer la cause palestinienne. Alors quelles ont été les réactions maintenant côté israélien? Benjamin Netanyahou a qualifié Donald Trump, je cite, de meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Il a rappelé que l'objectif d'Israël était que Gaza ne représente plus une menace pour Israël. Il a alors déclaré que cela valait, je cite, la peine de prêter attention au projet de Trump qui, selon lui, pourrait changer l'histoire. Et c'est là où c'est important d'avoir un petit point de contexte sur la position aujourd'hui de Benjamin Netanyahou en Israël et sur son gouvernement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est donc le premier ministre israélien au sein en fait d'une alliance, d'une coalition qui est assez fragile. On peut noter par exemple que mi-janvier, il y a 3 ministres d'extrême droite qui ont démissionné, des ministres qui ont qualifié le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas de scandaleux. On peut aussi noter que Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, a lui aussi menacé de quitter le gouvernement. Alors pour Netanyahou, dans la situation actuelle et dans la situation donc où son poste de premier ministre est menacé si son alliance s'effondre, ces propos de Donald Trump, ça pourrait être un moyen pour lui de convaincre son ministre des Finances de ne pas démissionner et de maintenir en quelque sorte son gouvernement en vie. Et d'ailleurs on peut noter que Bezalel Smotrich a promis ce mercredi de tout faire pour enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien. Côté américain, certains analystes se questionnent sur le sérieux de la proposition de Donald Trump, se demandant notamment si l'objectif avec cette annonce ne serait pas plutôt de modifier les équilibres dans la région en faisant pression en quelque sorte sur certains acteurs avec des phrases choc. Ce qui est sûr, c'est que cette onde de choc, elle a été ressentie dans de très nombreux pays du monde, y compris évidemment donc chez les Palestiniens à Gaza. Ce que l'on sait aussi, c'est que si les États-Unis avancent dans cette voie, cela serait complètement contraire au droit international et un déplacement forcé de population pourrait constituer des crimes de guerre. Et puis du côté de la stratégie de Donald Trump, ce serait tout de même un interventionnisme et donc une présence américaine, y compris potentiellement avec l'armée dans cette région, qui serait potentiellement à rebours finalement du discours America First, donc l'Amérique d'abord ou les États-Unis d'abord, qui avait été répété lors de la campagne présidentielle et qui visait notamment à minimiser les interventions à l'étranger, même si sur ce point, et vous le savez si vous suivez cette chaîne, entre la situation au Canada, la situation au Groenland ou encore au Panama, Donald Trump a multiplié des discours expansionnistes. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, a multiplié des actions allant dans le sens du gouvernement israélien, que ce soit sur la situation en Cisjordanie, on en reparlera pas d'inquiétude cette semaine, ou alors sur la question de l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui est vivement critiquée par Israël et dont les États-Unis se sont retirés. Ça me semble en tout cas essentiel de faire un point là-dessus. On continuera évidemment à suivre la situation, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio. Encore merci pour votre confiance ces derniers jours. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré pour la première fois être prêt à des négociations directes avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans un entretien diffusé ce mardi sur la chaîne YouTube Piers Morgan Uncensored, il a notamment affirmé qu'il le ferait si c'est, je cite, la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre de gens. C'est un revirement dans le discours de Volodymyr Zelensky puisqu'il a longtemps rejeté l'idée de négociation, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille. En octobre 2022, il avait même signé un décret interdisant toute négociation tant que Poutine resterait au pouvoir. Mais il faut savoir que l'Ukraine est actuellement en difficulté face à l'armée russe qui avance dans l'est du pays et craint aussi une baisse de l'aide américaine depuis le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Alors la Russie a réagi et a estimé qu'il s'agit, je cite, de paroles vides de sens. Fin janvier, Vladimir Poutine s'était lui aussi dit ouvert à des négociations pour mettre fin au conflit, tout en rejetant des discussions directes avec Volodymyr Zelensky. La Russie réclame en fait la capitulation de l'Ukraine, son renoncement à rejoindre l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux,
environnementaux et aussi que la Russie garde les territoires ukrainiens dont elle a revendiqué l'annexion, notamment à l'Est. Deuxième actu, une première motion de censure déposée par la France Insoumise contre le gouvernement a été rejetée. Le budget de l'État est donc adopté. Une deuxième motion de censure doit encore être examinée. Alors à l'heure où on tourne ces actus, le vote n'a pas encore eu lieu, mais elle a très peu de chances d'être votée. Ces motions font suite aux 2 articles 49.3 utilisés par le Premier ministre François Bayrou pour adopter, sans le vote des députés, le budget de l'État et de la sécurité sociale. Le Rassemblement national et le Parti socialiste n'ont pas rejoint le vote des Insoumis, des écologistes et des communistes. De son côté, le Parti socialiste a annoncé qu'il déposerait, après le vote du budget, une motion de censure contre le gouvernement après les propos de François Bayrou sur la submersion migratoire. C'est une expression qui était jusqu'ici principalement utilisée par l'extrême droite. Elle est jugée indigne par Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Selon l'INSEE, en 2023, la population étrangère vivant en France s'élevait à 5,6 millions de personnes, soit 8,2% de la population totale. La France est l'un des pays les plus développés qui accueillent le moins d'immigrés. Troisième action, on voulait revenir sur le scandale aux eaux minérales qu'Hugo évoquait hier, puisque Le Monde et Radio France accusent le gouvernement d'avoir privilégié les intérêts de Nestlé au détriment des consommateurs. En fait, en 2024, le groupe Nestlé Waters, qui commercialise notamment Vittel, Perrier, Contrex ou encore Epar, avait reconnu avoir eu recours à des systèmes interdits de microfiltration pour maintenir la sécurité alimentaire de ces eaux minérales, notamment face à des problèmes de contamination bactériologique dangereuse pour la santé. Nestlé a même accepté en septembre dernier de payer une amende de 2 millions d'euros pour échapper à un procès après une plainte de l'association Foodwatch. Et donc ce mardi, Le Monde et Radio France ont révélé des dizaines de documents qui montrent que malgré toutes les recommandations de différentes instances de santé qui demandaient de suspendre ces eaux en bouteille, le gouvernement n'aurait pris aucune mesure en accordant au groupe des dérogations pour utiliser des filtres non conformes dans ses usines. De son côté, Emmanuel Macron a réagi en affirmant ne pas être au courant de ces choses-là et qu'il n'y a, je cite, ni entente ni connivence avec qui que ce soit. Si ça vous intéresse, on vous met les liens des enquêtes en description. Quatrième actu, l'Union européenne a ouvert ce mercredi une enquête contre le vendeur de vêtements en ligne Shein. Shein, c'est un site d'ultra fast fashion chinois et il est soupçonné de ne pas suffisamment lutter contre la vente de produits illégaux qui ne respectent pas les normes européennes. L'enquête aura notamment pour but de vérifier si le site a recours à du travail illégal ou encore si les produits vendus sont bien conformes donc aux normes de qualité européennes. Ça peut être par exemple le fait d'être en dessous d'une certaine quantité de substances chimiques dangereuses. De son côté, Shein a promis de collaborer avec toutes les parties prenantes pour répondre aux préoccupations exprimées. À noter que Temu, un autre site d'e-commerce chinois, est dans le viseur des autorités européennes pour des motifs similaires. Cinquième actu, je voulais vous parler d'une enquête que vient de sortir le site d'investigation Mediapart au sujet d'un établissement catholique privé, le pensionnat Notre-Dame de Bétharram, près de Pau, et dans lequel François Bayrou a scolarisé ses enfants. Des prêtres et des surveillants du pensionnat sont visés par 112 plaintes, dont certaines pour des viols sur mineurs. Les faits dénoncés, qui concerneraient des enfants âgés de 8 à 13 ans, s'étalent des années 1950 aux années 2010. Et d'après plusieurs témoignages et documents consultés par Mediapart, François Bayrou était non seulement au courant de ces plaintes, car il est maire de Pau depuis 2014, mais n'a rien fait. Selon Mediapart, des parents d'élèves et une enseignante l'auraient alerté au moins 3 fois à la fin des années 90. Le lanceur d'alerte Alain Esquer, ancien élève de Bétharram et victime lui-même de violences, estime que le déni aujourd'hui de François Bayrou est inquiétant et son attitude intenable. Alors de son côté, le Premier ministre a été plusieurs fois interrogé sur l'affaire, mais il a assuré qu'il ignorait tout, notamment en mars 2024 auprès du Parisien. Si vous voulez en savoir plus sur cette enquête, je vous mets le lien en description. Et on termine avec cette actu, les députés ont voté ce mardi à l'unanimité pour l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, connues aussi sous le nom de puffs. La proposition de loi vise à interdire la mise en vente, la distribution et l'offre gratuite des puffs sous peine d'une amende de 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive. En fait, les puffs sont pointées du doigt car avec leur saveur sucrée et leur design coloré, elles peuvent potentiellement introduire les jeunes à la nicotine et donc les inciter à fumer plus tard. Elles représentent aussi des problèmes environnementaux puisqu'elles génèrent des déchets plastiques et électroniques difficiles à recycler. À savoir que la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, avait donné son feu vert à la France pour interdire les puffs en septembre. Le texte doit encore être voté par le Sénat le 12 février prochain. On vous tiendra au courant de l'entrée en vigueur de la mesure. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je vous le disais, on va continuer à suivre la situation. Pour tous les nouveaux, je rappelle que ce format est aussi dispo en version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte et maintenant sur le même podcast, on va regrouper donc les formats d'actu du jour, mais aussi nos formats d'interview. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Le nom du podcast, c'est tout simplement Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.